Donc, je vais continuer un petit peu en français. Donc, effectivement, l'Afrique devient le nouveau continent, et cela depuis maintenant un bon paquet d'années. Et la pandémie qui nous a tous touchés ces dernières années a montré que l'Afrique était à la limite beaucoup plus résiliente que le reste du monde face à cette pandémie, et lui a donné une nouvelle image au niveau mondial. Effectivement, historiquement, l'Espagne, effectivement, au-delà de son lien historique avec la Guinée équatoriale et de son commerce assez développé avec le Maroc, la Tunisie, les pays méditerranéens, a finalement un commerce par rapport aux autres pays d'Europe qui globalement est de l'ordre de 1% des échanges avec l'Afrique, et a pourtant un certain nombre d'atouts, que ce soit par ses ports, par ses infrastructures portuaires et par ses sociétés de services qui sont entre autres représentées aujourd'hui. Donc voilà un petit peu en introduction. Donc on va essayer de regarder quelle est la situation aujourd'hui, et ce qui pourrait être fait demain pour que l'Espagne prenne une plus grosse part dans le développement de l'Afrique, que ce soit côté Afrique Atlantique et du côté Afrique Océan Indien, hein, puisqu'elle a déjà développé une grande partie de sa partie Afrique méditerranéenne. Donc je vais tout d'abord laisser la parole à chacun des intervenants afin qu'il se présente. On va commencer par le colonel André Ciseaux, s'il veut bien se présenter, et puis donc qui représente le Port Management Association of Eastern and Southern Africa, qui a son pendant en Afrique Atlantique, qui s'appelle la GEPAOC, qui est connue d'un certain nombre d'entre vous. Donc, mon colonel, je vais vous laisser vous présenter en premier. Thank you, sir. In fact, this is a very timely forum. I believe now with the challenges, the economic challenges of the world, and the potential in Africa that Africa has got, is very, very important that maybe Spain also as a partner would come and start to see opportunities that is available in Africa. But my idea is that the approach should be sort of a win-win situation for all parties, because Africa also is trying to revolutionize and modernize development. There's more tendency now to allow the private sector to focus on the business, whilst government focus in other areas, but not directly in business. And let's say privatization is ongoing, and there's lots of interest in port infrastructure development, which generally funding is coming from outside Africa and not from within. And occasionally we find that a number of countries facing challenges, especially to sustain the repayment of the borrowings, which then cause some legal issues as well. Therefore, if new strategic partners come in and try to work to fill the gap and to show a different approach in doing business so that all parties can win, I believe there's still a lot of room for a country like Spain, who is doing quite well in Indian Ocean, for example, especially in Seychelles with the fishing fleet. I believe there's lots of opportunities, but always it should be with an end objectives that there's win for everybody. This is what I wanted to contribute at this stage of the forum. Thank you. Thank you very much. Then Mr. Santiago Muelas Montero, if you could present yourself and your company. Hello. We should speak in English or French? As you want, as you want. Ok. Bon, je pense que puisque nous sommes dans une ambiance plus africaine, occidentale, je vais parler en français. Mais bon, si après on doit changer en anglais, parfait. Bien. Ok. Comme nous sommes une société, une holding espagnole, qui, bon, nous sommes présents depuis 25 années dans la partie de North Africa, surtout dans la partie de Maroc, Algérie et Tunisie, mais que depuis 2 années, on a décidé d'expandir notre activité
à Afrique occidentale. Nous sommes présents maintenant à Sénégal et à Côte d'Ivoire en plus. Et bon, nous sommes bien ravis de participer dans cet forum. Évidemment, nous sommes, on va dire, plus forts dans la partie portuaire Espagne ou à la limite Nord-Africa. La partie Ouest-Africa, encore, nous sommes un petit peu newcomer. Mais on sont bien enchantés de participer dans ce forum préparatoire pour la réunion de Madrid qu'on attend avec impatience. Merci beaucoup. Maintenant, je vais céder la parole à mon ami Joseph Nguyen Tepe pour se présenter et présenter un petit peu le port autonome de Douala. Joseph avait quelques soucis de liaison tout à l'heure. Est-il avec nous? Merci beaucoup, mon cher Denis. Je crois qu'on a perdu notre ami Joseph. Il ne va pas tarder à nous retrouver. Donc, en attendant, donc pour l'instant, est-ce que Joseph est de retour parmi nous? Oui, Joseph est de retour parmi nous. On t'écoute, Joseph. Oui, très bien. Tu me reçois bien, Denis? Oui, on te reçoit, on t'écoute. Je vous reçois très bien. OK, très bien, merci. Donc, merci pour l'invitation, pour cette opportunité de partage voilà, d'expérience. Les ports, tous les ports du monde sont aujourd'hui, portent aujourd'hui de grands défis. Les défis qui se situent aujourd'hui dans des grands enjeux mondiaux du commerce international, les enjeux de transitions diverses, les transitions écologiques, transitions numériques. Et donc, face à tous ces enjeux, les ports, chaque port essaye de travailler pour améliorer ses performances, travailler pour accroître un peu ses capacités. Et donc, au regard de tout cela, je crois que nous, au niveau du Cameroun, nous pensons que c'est une opportunité de nous mettre ensemble avec les ports espagnols pour un partage d'expérience autour de cet ensemble de problématiques et en vue, pourquoi pas, à terme d'accroître les échanges bilatéraux entre le Cameroun et l'Espagne, qui actuellement sont quand même acceptables. On reviendra sur quelques statistiques tout à l'heure, mais qui pourraient être augmentées, renforcées à travers des liens de coopération que nous aurons le plaisir de renforcer avec aussi bien les ports que les acteurs, les intervenants portuaires espagnols. Nous en avons eu dans le passé au port de Douala pour les activités de remorquage de l'amarrage, le groupe Boluda, avec une concession voilà, qui a duré 15 ans, malheureusement qui n'a pas pu être renouvelée parce qu'on ne s'est pas accordé sur voilà, les termes de la convention, mais les intervenants portuaires espagnols connaissent bien l'environnement portuaire camerounais et je crois que cette coopération, nous pouvons la renforcer et pour accroître les liens commerciaux entre le Cameroun et l'Espagne à travers les échanges portuaires, les échanges commerciaux passant par nos ports. Donc voilà, d'entrée de jeu, ce que je pourrais dire, cher Denis. Merci.
Merci Joseph pour cette présentation. Je vois que Arthur Minsa, qui est donc le chef d'unité Afrique, Europe et Moyen-Orient au centre de développement de l'OCDE, nous a rejoints. Donc nous en étions justement aux phases un peu de présentation de chacun des intervenants. Donc je propose, vous êtes le dernier arrivé et donc ça tombe très bien, vous tombez juste au bon moment pour être le dernier un petit peu à vous présenter dans le cadre de cette table ronde. Merci beaucoup, cher Denis. M'entendez-vous? On vous entend très bien, fort et clair. Parfait. Merci infiniment de me convier à cet échange sur le modèle de coopération entre l'Afrique et le continent africain et l'Espagne et la problématique portuaire qui est des plus pertinentes. Et je tiens à m'excuser pour mon retard qui est lié à une session justement sur l'investissement en Afrique dans le cadre de notre comité directeur où nous voyons nos discussions sur la perception du risque pour les investisseurs sur le continent, avec évidemment pour certains pays avec des ratings qui sont positifs, qui sont bons, Maurice ou autres par exemple, ou le Maroc évidemment, et par contre aussi une perception du risque dans l'ensemble sur d'autres pays et sur l'ensemble du continent qui est parfois surévalué, surestimé et qui a pour tendance d'abord d'accroître le coût du capital puisque les investisseurs vont demander des coûts supplémentaires pour pouvoir se couvrir en cas pour pouvoir mitiger ces risques et en même temps qui va diminuer le nombre de projets qui vont être investis, en particulier dans les infrastructures. Et là, les ports en sont un très bon exemple, puisqu'on va avoir des taux de rendement qui peuvent être très élevés, même plus élevés que en comparant avec d'autres pays en développement, en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est, qui sont plus élevés sur le continent africain. Mais c'est justement parce qu'il y a moins de projets qui, en fait, sont financés et avec des taux de rendement plus élevés. Et donc qui fait qu'il y a ce déficit du financement durable et de l'investissement que nous évaluons aujourd'hui à environ 7% du PIB du continent, donc qui est important. Pour vous donner une ordre de grandeur, l'ensemble des ressources domestiques, environ 16% du PIB du continent sur la mobilisation sur les taxes, sur les impôts nationaux. Mais qui est mobilisable, puisque lorsque l'on compare avec la valeur des fonds de pension africains, on a environ 10,5% du PIB du continent. Donc, ce creuset de 7%, même s'il est évidemment très important, peut être comblé avec les moyens financiers existants, les rallouant mieux, et une meilleure allocation peut permettre de libérer et de mieux attirer, mieux mobiliser les sources existantes en Afrique et surtout hors d'Afrique pour pouvoir combler ces manques. Et voilà, c'était une perspective un peu plus sur l'investissement dans l'ensemble, et je serais ravi de contribuer plus spécifiquement sur la thématique portuaire en fonction de l'évolution de la discussion. Merci. Merci Arthur pour ce point très important. Effectivement, personnellement, je travaille beaucoup en conseil en transaction sur des PPP et effectivement, on est obligé d'avoir des TRI très importants pour couvrir les risques pays. Et ça a un impact, sur la rentabilité, mais aussi sur le coût de passage pour le consommateur final sur des produits de première nécessité qui sont chers, surtout pour les gens qui sont loin des ports et qui sont au fin fond des corridors. Donc, je vous rejoins complètement sur cette analyse et ça sera un des facteurs dans le futur qui devra évoluer, ce risque pays, pour arriver à aider le développement. L'ancien président Félix Houphouët-Boigny disait toujours la route précède le développement. Et il avait parfaitement raison parce que les gens les plus pauvres sont ceux qui sont les plus loin des corridors, des ports et des ports secs. Et voilà, donc ce développement passe effectivement par le coût du financement. C'est un aspect non négligeable. Je voudrais, pour avancer, commencer par le colonel Ciseaux en lui posant en fait deux questions qui sont liées, qui sont un peu justement qui sont un peu liées à ça. Quels sont les défis, en tout cas pour la région qui vous concerne et d'une manière générale sur l'est et le sud de l'Afrique, sur les défis
en termes de financement et de connectivité, comment on peut arriver à améliorer la connectivité en nombre de lignes, je dirais, voilà, en connectivité, et comment l'association des ports de l'Est et du Sud de l'Afrique australe, peut-elle effectivement, dans sa collaboration avec l'Espagne, pour se focaliser sur la partie avec l'Espagne, justement, comment une coopération pourrait naître, ou si elle est déjà née, comment se développer pour justement répondre à ces défis. Donc, la première partie de la question, c'est quels sont les principaux défis, et deux, quel pourrait être, ou quel est déjà et quel pourrait être le rôle de l'Espagne dans ces défis. Votre micro est coupé. Okay, if I may say, I believe when it comes to trading across the border, the volume of trade from across the continent is still very low compared to Europe, for example. Mostly there's more import and less export. And with the creation of the AFCFTA, there's with the aim of trading more across the border, the challenge that Africa is facing, especially this side of Africa, is the means of transportation, the infrastructure, roads infrastructure, rail infrastructure, and more importantly, the cabotage. If we want to trade along the coast, we don't have the short shipping facilities or cabotage. The PAMESA had been trying to work with the Chamber of Commerce, the Mombasa chapter, for example, to have a forum to bring all these actors together, those people who can have capacity to buy ships in terms of PPP or regional partnership, to invest in some form of cabotage facility, and then to bring those people that produce to export, bring the importers together, and also bring those people in value adding together and see where there's the market across the continent so that we can trade more, and to also beef up the importance of food security for the population. But the main challenge is that the financing and the risks that people avoid to take when it comes to investing in the African cabotage system. So this is a very important challenge, and this is an area where country like Spain can come in to serve and develop capacity and do knowledge transfer to build up the capacity in Eastern and Southern Africa, so that we can see more trade from within, with the support and benefits that all parties can gain. Like I said earlier, it should be a win-win. But I still believe that Africa faces lots of challenges when it comes to exports of goods, also trading across the border, due to lack of capacity or investment in road infrastructure, rail infrastructure, and the cabotage. But there's lots of effort anyway being done, but it's not sufficient to facilitate and increase trade. Thank you. Thank you very much. And I fully agree with you. Je me souviens lorsque, dans l'après-Covid, il y a eu l'augmentation très forte des taux de fret et cette grande tension qu'il y a eu sur la disponibilité des containers sur le trafic transpacifique, où tous les conteneurs vides qui traînaient un petit peu partout ont tous été envoyés en Asie pour rattraper ce volume. On a eu ce phénomène qu'on a appelé les blank sailing, lorsque les navires de ligne n'escalaient plus dans ce qu'on appelle les petits ports, et que certains pays se sont rendus compte que leur commerce était totalement lié à des décisions d'armateurs privés, et qu'ils se retrouvaient finalement sans possibilité d'exporter ou d'importer. Je vais prendre un exemple qui est le Gabon, qui est resté, je crois, 3 semaines sans aucune escale. Je crois que Douala le Cameroun a un peu subi aussi ce phénomène-là, et que avec l'augmentation des volumes et la mise en place de hubs de transbordement dans toutes les zones du monde, on s'aperçoit que certains pays se retrouvent dépendants de choix privés, et ce qui est totalement inacceptable. J'avais eu l'occasion d'en parler avec le représentant de l'autorité maritime portuaire malgache, et justement qui parlait en disant mais il faut qu'au niveau soit d'un pays, soit d'une région, d'avoir des systèmes de revenir un petit peu à quelque chose qui avait disparu, qui étaient les armements nationaux, donc qui pourraient être des armements régionaux,
qui permettrait d'avoir le lien avec les grands hubs de transbordement pour que les pays ne soient pas totalement dépendants de décisions économiques totalement privées. Donc ça rejoint ce que vous disiez, et c'est une réflexion qui, je vois, avance, et c'est très bien. Et l'Espagne, qui a l'habitude, qui a l'expérience d'avoir des armateurs de taille moyenne, voire d'armateurs qui sont capables de faire aussi ce qu'on appelle du combo, hein, c'est-à-dire du mix container général cargo, ont peut-être un rôle à jouer. Donc je voudrais justement transmettre du coup la parole par rapport à ce sujet-là, sur ce qu'en pense Santiago et la société Roméo sur cette possibilité, étant spécialiste du shipping, de se dire que peut-être ce capotage, ce feedering régional pourrait pas être une opportunité de développement pour des armements et des agents shipping espagnols. Santiago. Bon, merci. Vraiment, je suis content que la question il est en train d'aller plutôt pour le shipping que pour les facilités portuaires, que c'est un thème beaucoup plus difficile à traiter. Oui, effectivement, aujourd'hui, on peut dire que bon, au niveau des conteneurs, la flotte espagnole, il n'est pas trop présente. Il y a fondamentalement Boluda Line avec Cap Vert, avec la Mauritanie, avec Dakar, avec son hub dans Las Palmas. Et ça fait un mois qu'on vient de commencer à faire les escales sur Agadir. Et fondamentalement dans la partie de les supports à le trafic des poissons. Et après, tu as Marguisa, qui travaille, bon, fondamentalement la Guinée, mais qu'il essaye de faire aussi ce développement dans notre port. Parmi eux aussi, il vient de s'installer aussi au Maroc. Et tu as MCI qui travaille entre l'Algérie et le Maroc, mais pas grand-chose. Je suis bien d'accord avec les commentaires déjà faits par les colonels et par M. Engen. C'est que pour que l'Espagne commence à investir plus dans la partie au niveau maritime, soit en conteneurs, soit au niveau des navires et des breakbulk, et espérons bien, parce que ce problème de feedering, c'est un vrai problème. Hein, c'est vrai que dans la région, il y a Express et il y a maintenant, il vient d'entrer GFS. Et ça fait longtemps qu'il y a des études pour essayer d'aller un peu plus loin de la partie Méditerranée NAF et de descendre à la partie WAF. Mais bon, c'est un investissement important, les distances ils sont grandes. C'est pas toujours facile à quantifier le type de trafic qui pourra peut-être rentabiliser ce type de trafic. Mais c'est vrai que ça sera un bon pas. Déjà, trouver ou convaincre une compagnie de feedering de commencer à faire des services au moins dans la partie WAF et dans lesquels on pourra supporter spécialement des MBOCC. Que c'est là où l'Espagne il peut aujourd'hui avoir quelque chose à dire parce que bon, les grandes compagnies maritimes qui travaillent dans la région, ils s'arrêtent en Espagne, ils s'arrêtent spécialement à Valence et Algeciras. Mais bon, ils nous voient plutôt comme sont des transbordements que plutôt comme sont des chargements pour des destinations finales africaines. Et après, il y a tout un travail à faire au niveau mental. Il y a pas mal d'idées. Le fait que les Espagnols, nous, on a quelques difficultés pour comprendre les Français et la partie de l'anglais, il est un peu loin. Et on a des choses à faire. Parmi eux, ce type de forum dans lesquels on commence à se connaître mieux. Merci Santiago. Alors justement pour avancer dans ce domaine, on a ce problème du feedering. Pour le mettre en place, pour pouvoir que ce soit rentable pour une compagnie, effectivement, l'Espagne a peut-être un rôle à jouer parce que comme vous le disiez, on a
entre 3 et 5 grands armateurs mondiaux aujourd'hui qui dominent le marché. Ces marchés du feedering ne les intéressent pas obligatoirement parce que ça ne peut être rentable que si on y met aussi du général cargo. Et on est sur des niches de marché. Et des fois, dans ce cas-là, small is beautiful. Et ça peut être des opportunités intéressantes pour l'industrie du shipping espagnol. Un autre aspect que personnellement j'ai rencontré et je voudrais que Joseph puisse nous en parler, c'est que la compétitivité des ports africains, elle passe par la digitalisation et que dans ce domaine, il y a des acteurs espagnols, hein, des acteurs du service sur les port community systems et port management systems qui ont une position très, très forte et qui sont très avancés dans ces domaines-là. Et je sais que le port autonome de Douala avance dans ce travail de digitalisation parce qu'il est lui-même en concurrence avec un autre port dans le même pays, le port autonome de Kribi, et qui est en eau profonde, et que justement sa survie passe par la modernisation de ses infrastructures, sa digitalisation. Et je souhaiterais que Joseph Nguyen Tepe nous en dise un petit peu plus sur ces sujets, quels sont les défis et comment ils y répondent et comment l'Espagne, les acteurs espagnols pourraient participer à ce développement. Oui, merci, Denis. Effectivement, la digitalisation aujourd'hui s'impose parce que l'amélioration des process opérationnels des ports aujourd'hui est un important facteur de compétitivité. Et donc, nous, au port de Douala, nous sommes engagés à améliorer nos process opérationnels. Nous sommes engagés à améliorer nos process opérationnels à travers la digitalisation. Et l'un des projets phares, vous avez évoqué les Port Community System, l'un des projets phares en cours d'exécution actuellement est la mise en place d'un logiciel métier qui va intégrer aussi bien le Port Community System que le Cargo Community System, de manière à automatiser l'ensemble des process opérationnels portuaires et donc à nous permettre de répondre aujourd'hui à des préoccupations majeures telles que la simplification des procédures de passage portuaire, parce que la digitalisation va effectivement nous permettre de faire ce saut qualitatif pour rendre fluide les procédures et les formalités de passage portuaire. Donc, c'est une préoccupation majeure pour nous qui est bien prise en charge aujourd'hui, aussi bien que d'autres préoccupations. Je vous ai dit tout à l'heure que le port était tout en chantier. Mais nous revenons sur les autres aspects au fur et à mesure que nous évoluerons dans les échanges. Et pour rester dans la digitalisation, et là, je voudrais relever que la coopération avec l'expertise espagnole, justement, est visible dans ce projet particulier. J'ai parlé auparavant du remorquage et du lamanage qui a été assuré pendant une dizaine d'années par Boluda. Et il se passe qu'actuellement, notre projet de digitalisation portuaire est porté par une expertise espagnole. Peut-être que je m'abstiendrai sans publicité ici à donner le nom de l'opérateur, mais voilà, c'est donc une grosse expertise espagnole mondialement reconnue. Peut-être que ce n'est qu'un secret de polichinelle. C'est le numéro 1 en matière de digitalisation portuaire en Espagne qui nous accompagne donc dans ce processus, sur lequel repose vraiment beaucoup d'espoir aujourd'hui de renforcement des performances opérationnelles du port en termes de réduction des délais de passage portuaire,
et même en termes de réduction des coûts de passage portuaire à travers la maîtrise des process automatisés. Merci. Merci Joseph. Oui, j'imagine bien. De toute manière, il y en a deux des acteurs espagnols dans ce domaine. Donc, voilà, et peut-être, tu as évoqué tout à l'heure Kribi, voilà. Et effectivement, Kribi est un grand acteur du secteur portuaire aujourd'hui. 5 ans d'opération déjà et une belle montée en puissance pour le bonheur de tout le Cameroun, hein, y compris le bonheur du port de Douala, parce que vous savez, le port à une époque a connu de sérieux problèmes de congestion portuaire parce que malheureusement, les capacités portuaires étaient largement dépassées par rapport au trafic qui connaît depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années, une dynamique quand même extrêmement croissante. Et donc, nous appelions Kribi de tous nos voeux. Nous avons d'ailleurs travaillé intensément pour que Kribi soit opérationnel. Et aujourd'hui, heureusement, Kribi est là. Kribi évolue très bien. Nous ne sommes pas dans un esprit de concurrence du tout. Nous sommes plutôt en train de travailler justement avec l'autorité portuaire de Kribi à construire les synergies nécessaires pour que nos ports soient le plus complémentaires possible, hein, et que voilà, qu'on ne soit pas dans une approche de concurrence, même si il peut y avoir des bribes de concurrence parce que chaque port du temps pour sa survie. Il peut y avoir sur certains aspects hein, d'ordre commercial des éléments de concurrence, mais globalement, nous sommes en train de structurer plutôt une relation complémentaire entre nos ports. Merci. Merci Joseph. Oui, tout ça, ça répond ces nouveaux ports qui apparaissent où la plupart des pays, en tout cas sur la côte ouest africaine, mais c'est aussi vrai sur la côte est africaine, où globalement il y avait un port par pays. Donc on voit des ports qui étaient soit des ports secondaires, soit des ports greenfield devenir des hubs importants. On voit bien que l'Afrique, il y a une émergence de nouveaux modes de consommation avec une classe moyenne qui se développe, avec de plus en plus de malls commerciaux, une envie de consommer qui évolue grandement. Et donc là, je voudrais poser la question à Arthur Minsat, c'est par rapport aux chiffres et aux données que vous suivez, et en particulier comment l'Espagne pourrait être un allié stratégique de cette modernisation de ces réseaux portuaires et des réseaux de corridors qui rentrent dans les pays, comme l'a dit le colonel tout à l'heure. Le tout, c'est pas d'arriver dans les ports, c'est d'arriver jusqu'aux zones de consommation à l'intérieur des pays. Hein. L'Afrique est un continent très grand, avec beaucoup de pays enclavés ou semi-enclavés. Comment l'Espagne, en fonction des évolutions que vous pouvez voir dans les statistiques, dans les évolutions, comment l'Espagne pourrait être un allié dans le cadre de cette modernisation des ports et des corridors? Merci. Je pense que l'Espagne est un allié à de multiples niveaux. Tout d'abord, au niveau, on va dire, stratégique, mais dans le sens de partenaire de dialogue, qui va apporter une expérience, des appuis logistiques, des investissements, toute une capacité, un savoir-faire sur le terrain. Mais le deuxième aspect de ce partenariat, c'est aussi une ouverture sur tous les partenaires européens, sur un ensemble d'organisations internationales. Donc, par exemple, la raison de mon retard était liée à un travail très important que nous faisons sur l'investissement qui est fait en Afrique et qui est motivé notamment par l'Espagne. Donc, qui met le doigt un peu sur ce qui illustre de manière très vivante mon propos, puisque permet juste de mettre des thématiques, des enjeux stratégiques sur un agenda pour ensuite pouvoir développer des coalitions d'acteurs
au niveau multilatéral. L'Espagne est un acteur très important au niveau multilatéral, donc, et évidemment aussi au sein des banques de développement, etc. Donc ça, c'est un premier aspect qui est très important. Le deuxième aspect, c'est par rapport à tout ce qui sont les éléments de cadre business, d'environnement des affaires législatifs. Où là, on a des expériences en Espagne qui sont très intéressantes et qui s'appuient aussi sur le cadre européen avec pareillement, comme en Afrique, au niveau d'organisation sous-régionale, ECOWAS par exemple, mais aussi continentale avec l'Union africaine. On a des processus de convergence et d'intégration régionale qui sont très importants pour le développement des corridors de développement. Et donc, où là, on a des expériences par la mobilisation de fonds souverains, par exemple, qui peuvent être très utiles pour pouvoir mobiliser ces fonds, ces capacités et avoir un appui qui soit technique, vraiment au niveau portuaire, logistique, et au-delà, au niveau multisectoriel, puisqu'on sait très bien que tout ce qui est lié, par exemple, aux grands enjeux logistiques, qui sont les enjeux principaux dans l'industrialisation des pays africains, sur l'intégration des chaînes de valeur, sur le développement du secteur manufacturier, qu'on connaît depuis les années 60. Donc, ce sont vraiment des enjeux centraux, stratégiques, qui sont très ancrés. Eh bien, il faut des approches multisectorielles. Il ne faut pas uniquement se concentrer sur l'élément portuaire, parce que, comme vous mentionnez, avec le développement des classes moyennes, qui sont essentiellement dans des villes, dans des grandes villes avec une urbanisation galopante dans certains endroits, eh bien, le fait d'avoir des routes qui soient bloquées va bloquer l'activité du port. On voit ça très bien au Nigeria, par exemple, où donc les activités portuaires dépendent aussi des activités qui sont autour. Avec des rankings malheureusement de la performance des ports et du temps de rotation médian des porte-containers, par exemple, qui peuvent encore être améliorés. Le Nigeria, c'est 3,9 jours de plus que la médiane mondiale pour le temps de rotation médian des porte-containers dans les ports. En même temps, le continent africain reste la frontière de l'investissement, continent d'avenir, avec cette croissance de la classe moyenne qui est progressive. C'est aussi une classe intermédiaire. Elle est très importante dans les petites villes et les villes intermédiaires. Donc, ce n'est pas uniquement dans les très grandes villes, comme on peut voir par exemple en Asie. C'est dans des petites villes à une frontière avec le rurbain ou le rural, parce qu'on a 2/3 de la croissance urbaine qui a lieu dans des villes de moins de 1 million d'habitants entre aujourd'hui et 2050. Donc, c'est vraiment cette croissance urbaine dans les petites villes et les villes moyennes est très importante. Et donc, et souligne cet enjeu logistique et d'avoir des approches multimodales, multisectorielles, parce que si on s'attache uniquement à une thématique de port ou bien de route, on n'aura pas suffisamment l'accès à la demande locale et on ne pourra pas non plus libérer cette demande, la demande locale et la production locale qui ne parvient pas à répondre à la demande locale. Si on voit les enjeux agro, par exemple, on a 2/3 des produits dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest qui sont importés, particulièrement frappant pour des denrées comme le riz, par exemple. Donc, on a de grosses demandes qui vont continuer de se profiler, aussi avec l'augmentation de la classe moyenne. La loi d'Engels fait qu'on va essayer de diversifier les habitudes alimentaires et les complexifier, aller vers des produits qui sont plus transformés. Mais donc, si on n'a pas une industrialisation qui permettra de répondre à cette demande locale en croissance, on va forcément se tourner vers des importations. Et donc d'où cet enjeu portuaire qui est absolument crucial, parce que si l'on voit les exemples en Asie, par exemple, c'est l'industrie maritime portuaire qui a permis à la Chine de s'industrialiser, Hong Kong, Shanghai, etc. Donc, on a des expériences tangibles en économie du développement
qui montrent l'expérience stratégique et névralgique que cela va avoir. Un autre élément par rapport à l'Espagne aussi, et par rapport à l'environnement business, c'est le cadre législatif. Monsieur Joseph Ngueme avant a noté aussi les enjeux de la digitalisation. Notons qu'il y a environ un tiers des pays africains qui ont des cadres réglementaires sur la cybersécurité. Il y a moins de la moitié des pays africains qui ont des cadres réglementaires sur l'utilisation de données anonymes et la propriété intellectuelle sur Internet. Donc, on a des enjeux, on a beaucoup de réformes qui sont faites. Hein. Je ne veux pas donner l'impression que le verre est à moitié vide. Il est plutôt l'inverse. Il y a énormément de progrès qui sont faits. Mais en même temps, et ça c'est mon rôle en parlant du point de vue du centre de développement de l'OCDE, c'est de comparer avec des pays en développement, d'autres économies émergentes. On a quand même, par rapport à cet environnement business et sur lequel l'Espagne et les pays européens peuvent apporter des expériences très probantes, surtout dans la digitalisation, dans l'accès à la compétition entre les opérateurs digitaux, ont des expériences à apporter pour pouvoir franchir se creuser pour être compétitif au niveau mondial et s'insérer dans les chaînes de valeur. Merci beaucoup Arthur. Je voulais rebondir sur un des sujets que vous avez abordé, qui est en fait la compétitivité des ports. On sait très bien que la plupart des ports, les villes se sont créées autour des ports puisque c'est une zone d'attraction et d'activité économique, et que le résultat de ça, c'est qu'au bout d'un moment, la ville étouffe le port et l'empêche de fonctionner et fait diminuer sa compétitivité. Et c'est pour ça qu'on voit soit apparaître des ports secondaires qui se développent, soit des nouveaux ports greenfield, soit des évolutions de mode de fonctionnement des ports avec des ports secs ou des zones de logistique à l'extérieur des ports. Et j'aurais voulu là poser la question au colonel Ciseaux de partager un petit peu, entre autres, ce qu'on fait des ports comme Dar es Salaam avec les zones de Tabata, etc., pour justement essayer de désengorger les ports et d'améliorer leur compétitivité, avec toujours en filigrane de voir comment l'Espagne pourrait là aussi, ou peut-être le fait-elle déjà, aider dans sa vision, parce que des ports comme Barcelone, comme Valence, hein, ils sont au centre des villes et les infrastructures ont été faites de façon à séparer que l'activité portuaire n'étouffe pas la ville et que la ville n'étouffe pas le port. Et donc, je pense que là, en termes de politique d'aménagement du territoire, il y a certainement des choses à faire, mais je voudrais avoir un peu l'expérience sur les ports comme Dar es Salaam, Mombasa en particulier, qui font face à ce type de problématique d'engorgement. Votre micro est coupé. This is a very, very valid issue, which is creating lots of challenges. And I believe it is challenging the economy as well, because let's say the example of the port of Maputo, if I can start with, it was built many years ago in an isolated area, and suddenly they find themselves being cornered inside the city. And now the city is asking the port to move. And this can be a vicious circle, because once the port moves somewhere else, it means that the economic activities also will be shifted. And again, they will repeat the same sort of error, if I may say so, that the ports will continue to follow the ports. I mean, the town will continue to follow the ports in terms of economic interest. But the challenge is, like Dar es Salaam, for example, if you see there's not sufficient space, the volume had increased, but the vehicle going to load goods or unload goods in the port, they backtail onto the street, into the main street in Dar es Salaam. And this creates a massive traffic jam, which in terms of economy costs the country a lot in terms of fuel, people moving to reach their final destination, people missing their flights because they are caught for hours in the traffic. So PAMESA right now is trying to organize
to bring the ports and the cities together. Maybe early next year we'll be able to do that, and we are looking for strategic partners because there will be lots of business opportunities when we bring these major actors together to discuss ways and means that the ports activities can continue to flow across the city, and the tendency of the city not encroaching in the ports areas, for example, because the port may need to expand. The other challenge is that most of the ports on the continent along the coast want to be a hub. Maybe sometimes we don't consider the evolution in shipping, for example, how investing in a potential hub and the challenges that the countries that is more strategically well located than you can pose in terms of your investment to be a hub. Even the islands wants to be a hub. And I don't know now, after, let's say, the evolution in the green fuel, for example, will all these hubs be able to provide green fuels to the bigger ships that is coming to the region? It remains for us to analyze and see who can be hub and who can be complementary to the hub, so that we don't invest in sort of disorganized manner, because there might be adverse economic impact and economic stress on the country in the next 5 years or so, and which will mean that it is during the time they are repaying the heavy debt that they've imposed on the country. So these are major challenges that we need, let's say, strategic partners to come and analyze and educate the region on how this development should be taken. I believe big ports like you have in Spain, this expertise can come in the region and develop a relationship with the strategic partners here to be able to do this kind of development that will facilitate and decongest the cities as well. The other aspect which the cities and the port find themselves in is, like, let's say, if we talk about the Green Port Initiative, for example, which is the agenda of the day. Now, if we try to decarbonize the port and then the city doesn't do it, because most of the port are located next to the city. And the activities being generated by the cities as well pose certain environmental impact in the ports and in the immediate maritime environment. And we find many of the people who live along the coast also trying to earn a living by setting their fish trap there, catching the fish there, without realizing the pollution coming from the activities of the ports and the cities may cause danger to the health of the people. This is where PAMESA is trying to come in, to take everybody around the same table, to evaluate, analyze, discover the risks that we are putting the population in, as well as we develop the port, as well as we develop the city, to do it in a very responsible manner for long-term development. And this is where developed countries like Spain can come in also when it comes to integrated developments of ports and cities and infrastructure serving the corridors and the dry ports to be able to decongest in a very responsible and professional manner for long-term benefits of the continent. Thank you. Merci beaucoup, mon colonel. Les différentes interventions qu'il y a eu jusqu'à maintenant m'amènent à une réflexion qui pour moi, est fondamentale. C'est qu'on voit bien que les défis du développement du continent africain passent par la logistique, puisque on le sait, sans logistique, on n'arrivera pas à développer, et Arthur l'a très bien dit sur l'exemple de la Chine, et que entre les défis d'infrastructure, les défis de financement, les défis de relations ville-port, d'aménagement du territoire, les défis environnementaux et de green port, tout ça demande énormément de compétences, et certaines compétences qui sont nouvelles. Et donc là aussi, il y a peut-être un axe où l'Espagne peut jouer un rôle, c'est dans le développement des compétences, parce que les autorités portuaires, les autorités de régulation, les associations telles que PAMESA ont besoin de ressources humaines bien formées, efficaces, pour pouvoir traiter ces problèmes et avoir une vision à long terme. Donc je voudrais demander à Joseph Nguele-Tepe quelle est un peu l'expérience du port autonome de Douala pour arriver à trouver les bonnes compétences, ou quand ces compétences sont manquantes, comment on fait pour compléter les compétences du personnel existant
quels sont les outils, quelle est la vision du port de Douala et comment l'Espagne pourrait être un acteur aussi dans ce transfert de compétences. Merci, cher Denis. Effectivement, hein, tu l'as bien dit, les ports aujourd'hui représentent des poumons économiques hein, pour le développement de leur pays. Si je peux vous donner quelques chiffres, vous comprendrez pour le port de Douala, seulement c'est 70% actuellement hein, du commerce extérieur du Cameroun. C'est 85% de mobilisation des recettes douanières du pays. Et c'est environ 20% de création des emplois formels de l'ensemble du pays. Et donc, ces quelques traits peuvent montrer à suffisance le rôle économique majeur que jouent les ports. Et donc, il est important de travailler sur tous les volets de la compétitivité des ports aujourd'hui. Et le volet renforcement des compétences, le volet expertise est effectivement très important. Et ce que nous utilisons aujourd'hui comme outil en ce qui concerne le développement des projets portuaires de manière générale repose essentiellement sur les partenariats publics-privés qui, pour nous, sont non seulement un moyen de financement rapide et d'accélération des projets, mais également un important outil de transfert de technologie, un important outil de transfert des connaissances et des compétences à travers ce contact avec le privé qui a l'avantage donc voilà, d'apporter le savoir-faire à tous les niveaux, au plan technique, technologique, matière de gestion. Et donc, les PPP aujourd'hui, pour nous, nous permettent de répondre à ce double défi de financement et de renforcement des compétences de transfert de technologie. Bien entendu, au-delà des PPP, nous essayons de renforcer nos compétences hein, à travers les outils classiques de formation, de formation dans des instituts de formation, de renforcement, de partage d'expériences dans le cadre de la coopération portuaire. Hein. Nous avons un certain nombre d'accords de coopération et de partenariat avec plusieurs ports qui nous permettent de temps à autre de faire des missions, des voyages d'études sur des problématiques spécifiques et réciproquement de les recevoir aussi chez nous pour leur montrer notre savoir-faire. Et donc, ce partage nous permet quand même, nous révèle un certain nombre de choses qui nous permettent d'avancer. Et nous sommes dans cette dynamique avec les ports espagnols, effectivement, pour revenir à l'Espagne comme acteur stratégique, comme allié stratégique dans ce processus. Nous sommes actuellement en train de réactiver notre coopération portuaire avec les ports espagnols pour voir comment est-ce que nous pourrons, sur des questions bien spécifiques, aujourd'hui, telles que la gestion des terminaux à conteneurs, telles que les activités de dragage, telles que les activités de remorquage, qui sont là des activités dont l'opération effective a été reprise par le port, parce que ce ne sont plus des activités concédées aujourd'hui au port de Douala. L'autorité portuaire a repris en main la gestion et l'exploitation d'un certain nombre d'activités à caractère industriel et commercial, telles que celles que j'ai citées, la gestion des terminals à conteneurs du port, le dragage, des plans d'eau et du chenal du port, le remorquage et le lamanage, pour ne citer que cela. Et donc, nous avons besoin de compétences pointues en interne
pour pouvoir optimiser la gestion de ces activités. Et je crois que l'Espagne peut effectivement être un allié stratégique dans ce processus. Merci. Merci Joseph pour cet éclairage. Je voulais rebondir sur justement, depuis tout à l'heure, on parle des possibilités pour des institutions ou des entreprises espagnoles de participer à tous ces points de développement. On a évoqué un certain nombre de sujets. Donc, je voudrais avoir l'avis d'un opérateur privé espagnol pour savoir un peu quels étaient comment il voyait l'avenir de l'Afrique, pour son groupe et peut-être même pour sa profession en termes de logisticien, vu de l'Espagne, et pour lui, quels sont d'un autre côté les freins. On a évoqué tout à l'heure avec Arthur le frein du coût de l'investissement, hein, qui amenait à ce que les besoins en TRI, en taux de rentabilité interne, étaient plus élevés qu'ailleurs dans le monde. Et je voulais avoir un peu l'avis d'un privé sur sa vision, comment lui voyait déjà au niveau de l'entreprise Roméo et peut-être de la profession, comment les Espagnols voyaient le développement de l'Afrique et qu'est-ce qui les attirait et qu'est-ce qui les retenait dans leur développement sur le continent africain. Bon, merci Cordel. Bon, effectivement, la position de l'Espagne, qu'il est déjà assez consolidé dans la Méditerranée, il faut qu'il soit extendu spécialement à la côte occidentale africaine et un jour aussi à la côte orientale. Et bon, il y a surtout une perception. La société espagnole, on a de spéciales difficultés à se développer en Afrique pour une question idiomatique, pour une question culturelle et surtout pour une peur à ne pas être payé. Et la sensation de manque de sécurité juridique, c'est un problème majeur. Nous, quand on essaye de travailler avec des exportateurs, habituellement on travaille avec eux dans d'autres pays de le nord de l'Afrique, quand on les propose d'aller à l'Afrique occidentale, vraiment ils hésitent parce qu'ils tiennent à considérer qu'ils vont perdre sa marchandise et qu'ils ne seront jamais payés. Et alors, travailler dans les structures financières, dans les lettres de crédit, dans les garanties bancaires, dans les tribunaux qui permettent de faire des décisions assez rapides entre sociétés, pas nécessairement la justice, mais on va dire organisme de conciliation entre positions des parties, ça va être fondamental pour encourager un petit peu plus l'investissement des sociétés espagnoles. Je voudrais dire que dans la partie portuaire, c'est vrai que des sociétés espagnoles, on pourrait être assez bon dans les services. Ça veut dire, nous on a un exemple un petit peu étonnant en Espagne. Les ports d'Algeciras. Il y a beaucoup d'opérateurs, spécialement dans les camionnages, qui se plaignent beaucoup de la congestion et des différentes difficultés qu'il arrive à trouver dans les passages de l'étroite, mais qui vraiment, ils ne pensent pas à changer. Ça veut dire, il dit port d'Algeciras. Pourquoi? Parce que le port d'Algeciras, il a tous les services du monde. Et après des décades de travail, ils sont tous. Phytosanitaire, veto, parking, réparation. Alors, quand on parle d'un investissement dans un port, ce n'est pas seulement que les quais ou les drafts ils permettent d'accueillir des navires de trop grande taille. Ça, c'est important. Mais il y a tous les services qu'il faut pour pouvoir travailler la marchandise à différents niveaux et
contrôle de qualité et douane, et camions qui peuvent faire les transports, et magasins, et ça dépend si la marchandise il a besoin de froid ou s'il a besoin, ou si c'est découpage en méate, que les sociétés espagnoles, que nous sommes assez adaptatifs, on peut coopérer à nous installer en quelque part et aider à donner ce service qui peut faire les ports les plus attractifs et être aussi attirant pour des autres sociétés au niveau industriel ou au niveau service qu'ils voudraient commencer à travailler. Et c'est un chemin qu'il est déjà fait, spécialement dans la pêche et un petit peu dans l'infrastructure. Et c'est les sociétés qui sont, on va dire, partout dans le monde, mais que dans la partie des commerces, dans la partie d'autres parties industrielles, il n'est pas encore développé dans la plupart des réseaux africains et qu'on aimerait bien les faire, spécialement dans l'Afrique occidentale. Merci. Merci beaucoup. Oui, là, je vais prendre quelques instants ma casquette de formateur à la logistique et de dire qu'effectivement, quand on analyse une chaîne logistique, il faut analyser 3 flux. Ce que vous disiez tout à fait pertinent, c'est bien évidemment le flux physique, c'est donc la capacité à ce que les marchandises soient traitées, le flux documentaire, parce que très souvent, le délai final est lié plus à des documents qu'à des aspects physiques, et enfin, et ce n'est pas le plus négligeable, les flux financiers. Et donc la sécurisation, entre autres, des transferts. Et donc là, je voudrais rebondir et avoir l'avis d'Arthur Minsa au niveau de l'OCDE. On voit bien encore que même si les choses, moi j'ai vécu 27 ans en Afrique, je viens tout juste de rentrer en Europe après 27 ans d'Afrique, les choses se sont extrêmement améliorées. On voit que l'image de l'Afrique en termes de perception du risque, elle se retrouve dans les chiffres, hein, dans l'estimation des risques, mais aussi dans la perception qu'en ont les gens sur ce risque de paiement, etc. Là, à ce niveau-là, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur les actions qui sont en cours pour toujours améliorer tout ce qui concerne effectivement la sécurisation des paiements, le travail sur la limitation du risque, en particulier le risque étatique, le fait du prince, la modification législative, le changement de loi, appelez-le comme vous voulez, selon les PPP, les termes changent, mais les principes sont les mêmes. Est-ce que l'OCDE travaille avec les pays africains, et bien évidemment avec toujours un petit focus particulier sur l'Espagne? Comment les choses évoluent? Comment vous voyez, vu de l'OCDE, l'évolution de ces aspects-là? Alors, merci, c'est une excellente question encore. Comment réduire cette forte perception du risque? Je vais tout d'abord me concentrer au niveau continental puisqu'on touche l'ensemble des pays. Dans le rapport qui devrait sortir très bientôt, notre rapport phare de l'Union africaine en collaboration avec le Centre de développement de l'OCDE, nous prévoyons 3 priorités politiques pour pouvoir remédier à ce souci. Le premier, c'est sur les données. Perception du risque est importante, évidemment, parce que dans certains pays, on peut avoir des instabilités macroéconomiques sur la monnaie ou sur autres, parce qu'on peut avoir des instabilités politiques ou des cadres juridiques qui ne sont pas suffisamment clairs. Mais la contrainte majeure, et sur l'ensemble des pays, reste trop souvent un manque de données de qualité à haute fréquence qui vont permettre aux investisseurs de mieux connaître les marchés, leur évolution, faire des pronostics plus fiables. Et aussi parce que le coût de collecte des données lorsqu'elles ne sont pas publiquement disponibles est trop élevé. Et donc, avoir de meilleures données et les rendre publiques et disponibles, ça veut dire améliorer les informations, mais ça veut dire aussi et surtout diminuer le coût de collecte de ces données, notamment pour les investisseurs. Parce que la première raison, l'une des raisons les plus importantes qui vont différencier l'Afrique par rapport aux autres régions émergentes en développement, c'est cette plus grande difficulté à récolter des données, et ce qui explique aussi pourquoi on a des investisseurs, notamment africains ou intra-africains,
gérés par des grands groupes, les Dangote, par exemple, etc., qui vont être beaucoup plus résilients par rapport aux risques qu'on a vus récemment. On estimait qu'ils étaient 3 fois plus résilients, les investissements intra-africains, que les investissements venant ailleurs d'Afrique, en dehors d'Afrique, tout simplement parce qu'ils ont des relais d'information qui peuvent se baser sur des réseaux informels, sur le bouche à oreille, sur une implantation dans les marchés, qui font qu'ils vont être moins averses au risque et donc bénéficient d'autres informations qui peuvent permettre de mieux gérer ces risques. Et là, on a un énorme potentiel aussi par des agents, donc ça, c'est renforcer les données au niveau macroéconomique. On a trop de pays où il n'y a pas suffisamment de données, par exemple trimestrielles, aux données sur la démographie, dans certains niveaux, au niveau des données micro, évidemment. Donc ça, c'est dans l'ensemble au niveau statistique. Mais on peut aussi améliorer cela de manière assez pratique, opérationnelle, en renforçant les alliances avec le secteur privé. Par exemple, en évaluant par des alliances publiques-privées, si on peut partager des données sur les marchés et qui soient officielles de manière à les rendre plus accessibles et diminuer ce coût d'accéder aux informations. Et enfin, il est aussi très important dans le cadre des politiques d'investissement sur la durabilité que les cadres mondiaux soient beaucoup plus adaptés au système africain, qui sont très souvent informels et marqués par la prépondérance d'entreprises familiales et qui ne peuvent pas forcément répondre à des listes, à des critères très précis au niveau de données, de reporting et d'audit, et donc pouvoir mieux adapter ces cadres qui sont très souvent faits dans le cadre d'économies à haut revenu, type économie de l'OCDE, ne sont pas suffisamment adaptés aux réalités africaines. Donc ça, ce sont 3 éléments importants pour pouvoir renforcer la qualité des données au niveau continental. C'est mon premier axe. Mon deuxième, c'est renforcer les partenariats dirigés par les institutions africaines, financières, politiques, etc., pour avoir une meilleure allocation des outils de financement qui existent déjà sur le terrain. Donc, il y en a beaucoup. On parlait des fonds de pension tout à l'heure, mais on a environ 112 institutions de finance de développement africaines qui existent, et donc pouvoir mieux renforcer leur dotation en capital, aussi s'assurer que le développement des projets soit en ligne avec les agendas de développement nationaux, avec les stratégies nationales des pays qui sont définies au niveau national, mais aussi en concertation avec les cadres établis de l'agenda 2063 de l'Union africaine, par exemple, qui est très important, qui donne une ligne sur les 50 prochaines années, et de manière à mieux mitiger les risques. Pareillement, il y a des outils de financement innovants qui sont de plus en plus importants. On a des pays comme le Maroc, l'Égypte qui ont pu développer ces outils comme des outils des bons du trésor indexés sur la durabilité, basés sur des expériences européennes en Espagne, mais aussi sur des expériences latino-américaines, en Uruguay par exemple, etc. Donc là, on a des échanges qui peuvent être très fructueux entre ces différentes communautés-là. Et évidemment, au niveau des institutions financières africaines, renforcer les marchés de capitaux intra-africains pour pouvoir améliorer la croissance des entreprises et des corporates africains. Troisième grand axe, c'est l'intégration régionale. Et c'est là où l'industrie portuaire a un rôle très important à jouer dans le cadre de la ZLECAf, de la zone de libre-échange continentale africaine, pour pouvoir harmoniser, mieux connecter les marchés régionaux en ayant des outils de mobilisation des investissements nationaux qui soient mieux coordonnés avec les pays voisins,
en ayant des projets d'infrastructures de développement de corridors intra-régionaux, zone escabeau par exemple en Afrique de l'Ouest, hein, entre Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Mali, mais on a aussi des pools de développement, de corridors de développement très importants en Afrique australe, en Afrique de l'Est par exemple, à partir des infrastructures portuaires qui peuvent irriguer ces investissements au niveau national avec des déclinaisons locales très importantes. Mieux intégrer les petites et moyennes entreprises dans l'intégration des chaînes de valeur. Et enfin, lorsque le protocole d'investissement de la ZLECAf sera développé, avoir des mécanismes pour faire le monitoring de sa mise en œuvre et assurer sa mise en œuvre en partenariat avec le secteur privé. Et dans ce cadre-là, on a une étude, vous me posiez la question d'exemple, donc de système de Pan-African Payment and Settlement System, excusez l'anglicisme, donc système de paiement panafricain, qui répond à un enjeu crucial, parce que pour pouvoir changer des devises africaines l'une à l'autre, très souvent, on doit avoir recours à du dollar ou à de l'euro, à des monnaies qui ne sont pas africaines, ce qui va augmenter le temps, mais aussi le coût des transactions. Et donc, ce système PAPS, qui est en train d'être mis en place et devait être opérationnel en 2024, va donc simplifier les transactions entre les monnaies, les 42 monnaies locales africaines et permettre par cette plateforme d'échanger environ 5 milliards de dollars par an, qui est déjà opérationnel pour les pays de COMESA en partie, et qui devrait être appliqué au niveau continental dans les prochains mois à venir. Donc, beaucoup de choses sont en train de bouger en ce moment au niveau du cadre continental, évidemment avec des déclinaisons régionales dans lesquelles je ne suis pas allé pour des questions de temps. Merci beaucoup Arthur pour ces éclairages. J'espère que ça va rassurer nos amis privés espagnols pour venir investir en Afrique progressivement. Je voulais rebondir sur le premier axe que vous avez dit et qui est effectivement fondamental, c'est l'accessibilité des données. Et là, je voudrais me retourner vers le colonel de Ciseaux, parce que justement au niveau de PAMESA, et c'est vrai aussi au niveau de la GPAOC, finalement, même quand on va sur les sites, il y a très peu de données statistiques disponibles. Ou quand elles sont disponibles, elles sont généralement assez anciennes et assez peu détaillées. Quelle est la politique de l'association à ce niveau-là pour rendre plus facilement accessibles les données statistiques à la demande? Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens? Et si oui, s'il y a des projets, ils vont certainement passer par la digitalisation. Est-ce qu'une fois de plus, l'Espagne pourrait être un partenaire dans le développement de ces plateformes de données statistiques? This is very valid, and we have an ongoing project with Indian Ocean Commission with some funding from the Japanese government to support the development of the maritime single window system for a number of countries in the region. But this is just to start with, and it is an area that is poses lots of challenges because the tendency of not sharing data, and this is causing a major issue because, like I said earlier, the tendency of being competitors instead of collaborators, especially when it comes to the hub port, and the tendency of infrastructure development, especially along the corridors, to be able to tap the inland market in competition with the other neighboring countries. So this is an area that I believe the Spanish expertise can come in with funding also to continue to develop it further into the inland countries as well, to sort of ensure that there's an integrated system whereby data will automatically be collected, analyzed, and shared. And the collaboration that we've established with the Indian Ocean Commission is that the PAMESA will be the center that will be receiving the data, analyze and publish the bulletin and share bulletin with all these different important stakeholders for analysis, and even to cater for the request for funding or support for this particular country
when it comes to approach to the African Development Bank or the World Bank to support the financing of projects. But without data, there's always the challenge. And this is one area where the Spanish potential partners can work with PAMESA to grow this and to make it affordable to all the different stakeholders and ports authorities in the region, including along the corridors and the landlocked countries as well. We are very open to establish such collaboration because with the synergy created by the Indian Ocean Commission, it will flow very fast. Thank you. Merci beaucoup. Ce qui a été évoqué aussi, et là je me retournerai plus vers mon ami Joseph, mais pas uniquement au niveau du port de Douala, c'est effectivement la part de l'informel dans l'économie et en particulier dans la logistique, pas trop dans les ports, parce que les ports sont des organes qui sont très formels, mais par contre dans tous les métiers qui tournent autour, que ce soit les transporteurs, même un certain nombre de transitaires, de freight forwarders. Beaucoup sont ce qu'on appelle des transitaires par terre ou des transitaires sans bureau. Quelle est la perception du port autonome de Douala et quelles sont les actions qui sont menées par le port autonome ou le Conseil des chargeurs ou d'autres institutions pour progressivement amener tout ce monde-là à rentrer dans une économie plus formelle qui permettra justement d'avoir des données plus fiables sur l'économie et de rassurer les investisseurs étrangers? Oui, c'est très important ce que tu relèves, Denis, parce que tous ces acteurs, aussi bien formels et informels, ont des interventions qui impactent sérieusement la performance de la chaîne logistique. Et donc, très souvent, les interventions de ces acteurs informels, qui sont en même temps très peu professionnels, ont un impact hautement négatif sur les performances de la chaîne logistique en termes de maîtrise des délais de passage. Quand vous avez des intervenants comme certains transitaires ou commissionnaires en douane qui n'ont pas une parfaite maîtrise des procédures de passage portuaire, des procédures du commerce extérieur, vous voyez que vous ne pouvez pas maîtriser les délais, les objectifs de délai que vous vous fixez pour la performance des chaînes logistiques. C'est la même chose en ce qui concerne les coûts logistiques. Vous savez, parfois, on décrit les coûts logistiques dans les chaînes logistiques africaines. Mais ce qu'on oublie souvent aussi, c'est qu'il y a tellement de surcoûts, ce que nous appelons parfois des faux frais, qui viennent se greffer aux coûts normaux et qui renchérissent énormément les coûts logistiques. Et très souvent, tous ces phénomènes sont dus à ces interventions des acteurs informels, et très peu professionnels et parfois souvent très véreux. Donc, il y a effectivement un important besoin d'assainissement de la chaîne logistique. Et au niveau du port de Douala, nous avons perçu cela très, très vite parce que vous savez, notre port dessert non seulement l'interland national, l'économie nationale, mais aussi voilà, le commerce extérieur des pays voisins sans littoral, que sont le Tchad, la RCA, et même tout le trafic de bois qui vient du Nord Congo. Le Congo voilà, a son port, mais le port de Douala est plus rapproché du Nord Congo. Donc, nous avons très vite perçu les effets négatifs de ces interventions informelles et très peu professionnelles. Et la démarche que nous avons entreprise à ce sujet, très rapidement, repose sur la normalisation des activités. Donc, ça, c'était une action majeure que le directeur général, le top management actuel, a pris à bras le corps dès qu'elle a commencé son travail, à travers donc la reprise en main de l'encadrement juridique et institutionnel de
toutes les professions maritimes et paramaritimes qui agissent dans le domaine public portuaire. Et nous sommes très avancés justement dans ce processus. On a normalisé les interventions des dockers, des accognés, des consignataires. On a normalisé beaucoup d'intervenants, les activités de beaucoup d'intervenants comme cela. Et pour les aspects qui ne relèvent pas de notre compétence totale, telles que les interventions des transitaires, parce que ce n'est pas nous qui les agréons en amont, les interventions des autres professions, nous sommes quand même en train de travailler pour créer le déclic au niveau des pouvoirs publics, notamment notre ministère de tutelle, qui est le ministère des Transports, pour qu'il y ait une réforme générale des textes qui encadrent les activités de tous ces intervenants, de manière à procéder à une normalisation totale de tous les intervenants portuaires. Merci. Merci Joseph. Je voulais juste faire une petite remarque sur le deuxième point qu'a abordé Arthur tout à l'heure sur les institutions financières et les financements, juste pour faire juste une petite remarque sur mon expérience personnelle en tant que consultant impliqué dans tous ces investissements, c'est que il m'est arrivé de nombreuses fois, en parlant avec que ce soit des private equity, des fonds souverains ou des organismes multilatéraux, de s'apercevoir qu'il y avait énormément de fonds disponibles, mais que ces fonds, finalement, n'arrivaient pas à trouver projet preneur parce que soit les projets manquaient de solidité, soit avaient des TRI insuffisants à cause des risques, ou simplement avaient du mal à trouver des projets bancables. On appelle tout simplement des projets bancables. Donc, en fait, il y a de l'argent disponible, mais tous les sujets qui ont été évoqués depuis tout à l'heure amènent à ce que cet argent ne soit pas finalement mis en valeur pour le développement du continent africain, parce qu'un certain nombre de paramètres un certain nombre de feux ne sont pas au vert, ils sont à l'orange ou au rouge, et font que les projets ne se font pas. Voilà, donc c'était ma dernière remarque. Je pense qu'on est arrivé à un temps, à moins qu'il y ait encore des interventions directes, peut-être de recevoir les questions de nos participants. Je ne sais pas, pour l'organisation, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que certaines personnes, est-ce qu'on peut passer aux questions et réponses? Je suis en réunion. Oui, est-ce que voilà. Voilà, je pense qu'on a balayé, je pense, globalement pas mal de sujets. On pensait qu'il était temps, si les auditeurs avaient des questions à poser. Alors, Monsieur Denis, vous pouvez voir les questions sur la rubrique questions-réponses en bas. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de questions ouvertes. D'accord. Donc, j'invite les participants à poser leurs questions. Voilà, et en fonction des questions que vous trouvez adaptées aux échanges, vous pouvez choisir la question qui vous semble adéquate et pour l'instant, pas de questions. Est-ce que l'un d'entre vous, au niveau des animateurs de la table ronde, souhaite compléter une information il y a des sujets que vous auriez aimé voir abordés qui ne l'ont pas été encore jusqu'à maintenant? If I may, I would like to also share that focus on the social aspect, the social impact analysis when it comes to development in Africa, because the tendency is that we invest in good ports, and then there's the tendency that when the volume increase, we develop the rail without considering that the roads were used for hundreds of years by trucks to move goods in and out of the, and
with the arrival of rail, which is very good and very efficient to move maximum volume possible, there's a tendency now that reduce the amount of activities that had created other economic activities along the road corridors. And now these people living along the corridors find themselves in certain situation that is not favorable in terms of rapid development in the country, where the people feel that there's new challenges and suffering. And then when the government, a particular government, borrow to invest in port infrastructure and rail infrastructure, they don't cater for the social impact that will cause on the livelihood of these people that lives along the corridors. We are talking about 100 kilometers of corridors, those people who were repairing the tires, the vehicles, doing the laundry, the small restaurant, for the drivers that had been moving up and down for years, you know. And I think this is also something very important as we discuss important issues like we've been discussing today. So this is a contribution that I would like to make. Whenever some entrepreneurs would like to come and invest on the continent, the social impact analysis of any project should be properly analyzed so that the people see development and they see themselves in the development as well, instead of being marginalized by rapid development on the continent. Thank you. Merci, c'est effectivement une remarque très, très pertinente. Normalement, maintenant, les études d'impact environnemental et social doivent être systématiquement faites, mais la difficulté était d'ailleurs une des questions qui est arrivée, qui était la première des questions. La première des questions, c'est est-il possible d'avoir une bonne maîtrise des intervenants informels dans la chaîne logistique des ports africains, en plus qu'ils interviennent pour une part non négligeable dans le processus. Je dirais que la réponse est malheureusement dans la question, c'est qu'à partir du moment où ils sont informels, en avoir une bonne maîtrise est compliqué. Je vais prendre un exemple que je connais bien, qui est l'exemple de la Côte d'Ivoire, où nous sommes en train de monter sur un financement du Millennium Challenge, un centre des métiers du transport et de la logistique, où il est quasiment impossible de savoir avec précision le nombre de transporteurs qui existent, parce que justement, la plupart sont totalement informels. C'est plus de 80% des camions qui circulent sur les routes de Côte d'Ivoire qui sont gérés par l'informel. Donc la bonne maîtrise, non, elle est extrêmement complexe parce qu'en plus, les logisticiens informels ne vont pas systématiquement dans les ports, donc il est difficile de les identifier. On ne peut pas non plus dire du jour au lendemain, bah, si vous n'êtes pas formel, vous n'existez plus, parce que là, l'économie s'arrête. Donc c'est extrêmement complexe. Je ne sais pas si quelqu'un dans les intervenants veut rajouter quelque chose sur ce sujet. Arthur, peut-être? Sur l'informel, sur l'impact de l'informel. Oui, volontiers. Alors, 3 points par rapport à l'informalité et qui aussi relie votre remarque sur le manque des projets finançables, comme vous disiez. Je pense que ce qui manque aussi, même si les fonds à un niveau macro sont là, ce qui manque, ce sont aussi des opérateurs intermédiaires. Pas intermédiaires en le sens qui font une intermédiation, mais dans le sens qui vont cibler des opérateurs comme des PME, des petites entreprises, voire des acteurs informels et qui vont pouvoir investir, avoir des investissements d'impact vers ce type d'acteurs-là, qui sont typiquement des acteurs plus de l'économie traditionnelle africaine. Et ça me paraît très important parce que pour pouvoir financer les projets, comme vous, Denis, j'ai dû être à de multiples forums et conférences où on a un financier qui se plaint de ne pas avoir de bons projets et on a des entrepreneurs qui se plaignent de ne pas avoir de financement. Et alors que tout le monde est d'accord que l'argent est là et que les projets existent. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de point de rencontre parce que souvent, les projets sont de trop petite envergure, qui est aussi liée à la fragmentation des économies africaines, hein, au niveau nationaux, régionaux, mais même à l'intérieur d'un pays. Il y a aussi Nigeria, il y a de très grandes fragmentations à l'intérieur. Donc, c'est des environnements qui sont vraiment complexes. Mais au niveau de l'offre, on n'a pas suffisamment d'institutions financières qui peuvent cibler ces opérateurs plus traditionnels
Parce que ce sont des projets qui sont beaucoup plus coûteux pour faire de la due diligence, pour pouvoir examiner les dossiers, les demandes, avec des coûts de transaction plus élevés. Surtout si on veut faire du financement durable, où là, il y a du reporting supplémentaire. Donc ça, c'était mon premier point. Deuxième point, c'est qu'effectivement, on estime que les économies informelles dans certains pays, en particulier en Afrique de l'Ouest, ça fait à peu près 80-85% de la force de travail est dans la pure informalité. Et si on va dans des pays à forte prégnance agricole comme le Burkina Faso, ça peut aller jusqu'à 90% à l'aune des statistiques officielles. Donc, on est vraiment avec des économies qui sont informelles, qui sont très, très importantes, qui posent des enjeux pour le ciblage, pour le financement, pour le suivi, le monitoring, l'évaluation, etc. On a évidemment des situations qui sont malgré tout différentes entre les pays. En Afrique du Sud, l'économie informelle va peut-être faire 5%. Donc, il y a aussi une très grande diversité entre les pays. Autre statistique intéressante, c'est par rapport au commerce. On estime que le commerce intra-africain est peut-être environ 14% du total du commerce intra-africain, mais c'est uniquement basé sur des statistiques officielles. Si on inclut des statistiques sur l'informalité, le commerce intra-africain ferait un tiers de plus. Un tiers des échanges étant faits de manière informelle, donc pas forcément enregistrés, et qui permettrait, grâce notamment à des outils comme la digitalisation, la numérisation, qui ont été mentionnés par Joseph tout à l'heure, de pouvoir mieux enregistrer ces transactions, ces échanges et ces entreprises également. Pendant la crise Covid, on avait eu en Côte d'Ivoire, grâce à des systèmes d'identification d'entreprises informelles par la numérisation, on avait eu possibilité d'avoir un meilleur ciblage de ces entreprises qui autrement n'auraient pas pu être identifiées pour pouvoir obtenir des ciblages sur les aides, notamment sociales, pendant la crise Covid. On peut citer aussi en Afrique du Sud où le fait d'avoir des systèmes d'enregistrer les déclarations fiscales en ligne et pas uniquement sur papier a permis d'augmenter le taux excusez l'anglicisme, mais le taux de compliance, donc le taux de retour sur les déclarations fiscales faites par les entreprises, qui était beaucoup plus important et qui peut être aussi adapté dans des pays, comment dirais-je, à revenus moins élevés que l'Afrique du Sud, évidemment. Et pour cela, il faut avoir la connectivité et les infrastructures digitales. Donc ça, c'est le deuxième point sur l'importance de ces économies informelles. Et pour conclure, qu'il faut des approches qui soient vraiment très adaptées pour pouvoir répondre aux enjeux de ces économies informelles, en particulier sur la taxation. La TVA, très souvent, ces entreprises-là ne peuvent pas toucher de remise sur la TVA puisque les transactions ne sont pas enregistrées. Donc, elles vont payer la TVA, elles vont même la payer plusieurs fois en fonction du nombre d'échanges qui sont faits dans la chaîne. Donc, il y a des enjeux très importants parce qu'on a des goulots d'étranglement, de freins à la productivité et à la création d'emplois de qualité à cause de systèmes qui soient politiques, statistiques ou bien d'outils de financement qui ne sont pas suffisamment adaptés. Et on a des outils à l'heure actuelle, notamment avec la numérisation. On le voit très bien, par exemple, dans la chaîne agro, où on peut identifier les opérateurs de manière beaucoup plus efficace, agile et moins coûteuse que par des systèmes traditionnels. Et les opérateurs africains ont vraiment été très, très innovants et font, au niveau mondial, font vraiment des cas d'école sur lesquels les économies les plus avancées peuvent aussi apprendre pour échanger des bonnes pratiques. Merci. Merci. Ben, je rebondirai là-dessus. Je sais qu'actuellement, il y a une plateforme, une application numérique qui sert un peu de bourse de fret et de centrale d'achat pour les transporteurs en Côte d'Ivoire, qui a déjà plus de 8000 transporteurs au départ totalement informels qui se sont inscrits sur cette plateforme, et parmi eux, 2000 ont créé une société formelle déjà. Donc on voit bien effectivement que les applications numériques sont un excellent outil. Ça rejoint complètement ce que vous venez de dire.
Donc, je vais passer à la deuxième question. J'aimerais savoir l'impact qu'ont eu les textes juridiques établis par le Cameroun pour encadrer les activités maritimes et portuaires depuis qu'ils existent. Par exemple, en ce qui concerne les faux frais sur le circuit logistique. Donc là, je vais laisser notre ami Joseph, s'il peut en dire quelque chose. Il en a un petit peu parlé tout à l'heure, de tous ces acteurs informels ou ces acteurs formels qui ont des activités qu'ils ne sont pas. Voilà. Justement, hein, comme il a été relevé, Arthur l'a relevé, nous sommes dans des économies extrêmement dominées par le secteur informel. Et ça fait que ce n'est pas tout de suite dans les textes qu'on résoudra le problème. Il y a plusieurs leviers qu'il faut activer dans ce processus. Les textes ne suffiront pas. Et puis, justement, parce que l'économie est dominée par l'informel, les textes, pour le moment, essayent de préserver justement cette économie un peu fragile. Si je prends l'exemple, par exemple, des procédures de passage portuaire des marchandises. Aujourd'hui, justement, on a une grande part des déclarations en douane faites par des acteurs informels parce que la réglementation douanière laisse encore une bonne partie, un bon périmètre des opérations à la latitude de toute personne qui peut effectuer ces opérations portuaires. Une infime partie est réservée aux professionnels qui sont les transitaires et commissionnaires en douane agréés. Par exemple, pour le conteneur, il faut avoir un agrément là pour pouvoir faire une opération douanière. Mais quand c'est un simple véhicule d'occasion importé, vous pouvez vous-même personnellement procéder à votre déclaration. Donc, on essaie de préserver un peu une part de marché comme ça pour encadrer, sauvegarder un peu ces enjeux de l'économie informelle. Donc, ce n'est pas tout de suite dans les textes. Tout ce que nous faisons, les réflexions qui vont dans ce sens aujourd'hui reposent davantage aux actions de professionnalisation et d'incitation à la formalité. Nous sommes, par exemple, en train de travailler sur l'implémentation aujourd'hui du programme des opérateurs économiques agréés, le programme OEA, qui va intégrer un paquet d'avantages reconnus aux acteurs formels dans la chaîne logistique pour essayer d'encourager le maximum d'acteurs informels à sortir de l'informel pour pouvoir accéder à ces avantages. Donc, c'est un peu ce genre de levier que nous utilisons actuellement et on espère qu'il y aura donc un effet conséquent sur les faux frais, les surcoûts que nous connaissons aujourd'hui du fait de l'amateurisme des acteurs informels. Merci. Merci Joseph. Il reste deux questions. Une de Ronnie M. Joseph, ça va être encore pour toi. Sa question porte sur l'accès au financement communautaire. Sachant que le port autonome de Douala sert au commerce extérieur de certains pays de la CEMAC sans littoral, existe-t-il un mécanisme d'accès à ces financements communautaires pour le développement de cette plateforme? Bon, alors, je ne sais pas bien ce qu'il entend par financement communautaire, mais ce que j'ai relevé déjà en ce qui concerne les outils que l'autorité portuaire utilise aujourd'hui pour accélérer le programme d'investissement qui vise à moderniser les infrastructures portuaires pour renforcer nos capacités structurelles et nos performances opérationnelles. Nous faisons de plus en plus recours au PPP, au partenariat public-privé, parce qu'il est évident que les budgets publics, que ce soit
les fonds propres du port autonome que le budget d'investissement public qui peut venir de l'État sont très, très limités par rapport aux besoins pressants aujourd'hui d'accélération des investissements sur les infrastructures portuaires pour faire face aux défis de compétitivité et d'attractivité du port. Donc, notre modèle d'affaires aujourd'hui privilégie davantage le recours aux investissements privés, étant donné que les activités portuaires sont visiblement des activités extrêmement rentables. Donc, les ports offrent aujourd'hui d'importantes opportunités d'affaires pour le secteur privé. Et nous travaillons donc plutôt à construire, à mettre en place un environnement favorable et incitatif aux investissements privés pour accélérer le développement des infrastructures portuaires. Merci Joseph. Donc, avant de passer à la dernière question, ce n'est pas une question, mais c'est une remarque de M. Ouittari qui pense qu'effectivement l'expérience marocaine peut être utile dans ce sens, vu que Santiago a une expérience au Maroc. Est-ce que ce qu'il a pu voir au Maroc en termes justement de coopération, d'amélioration des infrastructures, est-ce que vous pouvez en toucher un mot? Oui. Bon, en fait, c'est vrai qu'au Maroc, on a eu ce procès de travailler, on a encore ce procès de travailler avec les formels et l'informel. Et c'est très dur, hein? C'est très dur quand les sociétés, on doit supporter une charge qui peut représenter plus de la moitié de notre revenu, précisément pour pouvoir supporter la partie de l'État, non? La partie de l'État dans les pays dans lesquels on travaille, différents impôts et TVA, et te retrouver avec des acteurs que leur facturation et leurs revenus est les mêmes. Ça veut dire parce qu'ils ne payent pas zéro impôt et parce que pour eux, la normative, simplement, ils ne se respectent pas. Et c'est simplement impossible parce que ça détruit les sociétés formelles. Et si les sociétés formelles ils sont détruites, il n'y aura pas de financement de l'État. Alors, c'est impossible de travailler avec l'informel. C'est si simple. Oui, tout à fait. Ça crée une distorsion de concurrence qui est un frein. Et la difficulté, c'est comment passer d'une économie majoritairement informelle à une économie majoritairement formelle de manière progressive. C'est extrêmement complexe et il n'y a pas de solution miracle. Donc, il reste il y a une nouvelle question qui s'est, et je pense que ce sera la dernière si on veut respecter les délais. Donc, l'avant-dernière question, elle est posée par Alexis Nguessan. J'en profite pour saluer mon ami Alexis, pour savoir s'il sera mis à disposition des auditeurs l'enregistrement de cette réunion. Donc là, je pose la question à nos organisateurs, à One Africa Summit. Est-ce que One Africa Forum, pardon, savoir si cette conférence a été enregistrée dans sa globalité? Alors oui, effectivement, la webconférence est enregistrée et on va vous envoyer le lien de replay après la webconférence. Voilà, comme ça mon ami Alexis est rassuré. Et la dernière des questions, et je pense que ce sera la dernière, sauf de façon à respecter le délai que nous étions impartis. Question donc, qui va s'adresser à Arthur. Qu'en pensez-vous que le PAPPS couvrira toute l'Afrique, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest? Pensez-vous comme moi que ce projet contribuera à réduire le temps de passage des marchandises? Alors, merci pour la question. Non, je n'ai pas cette information, elle est trop opérationnelle. Hein. Je ne travaille pas pour le PAPPS, donc je ne sais pas exactement quand est-ce que tous les pays seront couverts, mais je crois que le plan est que tout sera couvert d'ici 2024, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc, aussi disponible pour les pays d'Afrique de l'Ouest.
Denis, si vous me permettez de saisir cette opportunité pour vous répondre, il y a une solution miracle à l'informalisation, hein. Enfin, pour passer d'une économie informelle à des économies plus formelles, c'est un passage par une industrialisation. Donc, industrialisation par un développement du secteur manufacturier qui fait qu'on va avoir des productions plus importantes qui vont générer des économies d'échelle et qui vont attirer plus d'investissements, production plus élevée, qui vont obliger à avoir une formalisation peu à peu à cause des rendements plus importants. Or, le problème qu'on voit, le défi qu'on voit aujourd'hui, alors à une époque de mondialisation qui jusque-là a été extrêmement compétitive, notamment grâce à l'efficacité du secteur maritime mondial, eh bien, c'est que dans les pays africains, l'informalité est liée évidemment à la prépondérance dans la plupart des économies des secteurs agricoles. Et donc, qui dit emploi agricole dit aussi saisonnier, donc oisiveté hors des moments de récolte, et qui vont ensuite entraîner, outre dans l'agriculture, dans les zones rurales, une migration non pas forcément vers un secteur secondaire manufacturier, mais plutôt vers des services. Or, le problème des services, c'est que pour avoir des rendements élevés, il faut des niveaux de formation, des niveaux de compétences qui soient également élevés pour être compétitifs au niveau mondial, voire même au niveau continental où on a beaucoup de compétition. Or, avec une population dans des pays à faible revenu qui, évidemment, n'a pas encore le niveau d'éducation secondaire, tertiaire ou universitaire pour pouvoir être compétitif dans des secteurs tertiaires, ça entraîne une informalisation puisqu'on a un passage d'un secteur primaire agricole à un secteur tertiaire, mais qui se fait dans le secteur tertiaire à faible productivité, typiquement dans le commerce de détail, comme on le connaît dans les villes africaines. Donc, il y a un remède. Le problème, c'est que l'environnement mondial n'a pas été conducif pour les pays africains pour de multiples raisons, mais je pointais du doigt ici un environnement mondial très compétitif. Est-ce que la zone ZLECA va permettre de changer la donne? Je pense que ça peut être l'un des éléments qui pourront être qui sont nécessaires pour éviter cette fragmentation des économies et pouvoir avoir des effets d'échelle aussi bien sur la demande que sur l'offre qui soit beaucoup plus important, mais ce n'est pas une condition qui est suffisante à elle seule. Il faut d'autres éléments sur le développement de la logistique est évidemment absolument crucial. Donc au niveau de l'industrie portuaire et maritime, mais évidemment concernant aussi l'approvisionnement en énergie, qui est l'un des goulots d'étranglement les plus importants, et après relié aux thématiques d'investissement dont on a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Arthur, et je rebondirai une fois de plus sur le projet là, de Centre des métiers du transport, où l'idée est de faire en sorte que les transporteurs aient un minimum de formation, non seulement en conduite, mais aussi en gestion de leur entreprise. On sait qu'on va être obligé de faire ce qu'on appelle des classes préparatoires, c'est-à-dire que les gens sachent au moins lire, écrire, compter correctement pour pouvoir assister aux cours qui leur permettra de progressivement passer dans le formel. Donc, le renforcement des compétences, les compétences humaines, je pense, sont la clé quand même dans tous les domaines qu'on a pu aborder aujourd'hui. Je pense que là, on arrive au bout du temps qui nous était imparti et je vais me permettre de conclure, à moins que certains aient encore peut-être quelque chose à dire, mais globalement, au-delà des aspects financiers, infrastructures, juridiques, étatiques, multilatéraux, bilatéraux, la clé de tout ça va être le niveau de compétence de tous les acteurs africains, parce que, même s'il le dit très justement Joseph, les PPP sont un moyen d'avoir des investissements, d'avoir de la compétence, mais l'idée, il l'a très bien dit, c'est le transfert de compétences. C'est-à-dire qu'un jour, les PPP se fassent avec des entreprises africaines et pas avec des entreprises qui viennent d'ailleurs. Comme je dis toujours, et c'est toujours un de mes mots importants, je suis définitivement un afro-optimiste, mais
le défi va être qu'un jour, ces PPP, ces investissements soient faits par des fonds africains ou par des entreprises africaines pour faire des PPP intra-africains et que il y ait et cette industrialisation va permettre progressivement de générer du capital qui fera. Et je pense que là, l'Espagne a effectivement un rôle à jouer parce qu'elle fait partie de l'OCDE, elle fait partie de l'Union européenne. Elle a pour l'instant un rôle, à part dans quelques pays où elle a des activités où traditionnellement elle a des parts, je dirais, de marché dans le commerce qui sont forts. Elle est quand même une proximité. C'est le pays d'Europe qui est le plus proche de l'Afrique. Et donc, elle a une proximité. Elle l'a déjà culturellement et économiquement beaucoup avec le Maroc, avec la Guinée équatoriale, avec un certain nombre d'autres pays dans lesquels elle commerce. Mais je pense qu'il y a vraiment une opportunité de développement. Certes, il faut parler un peu anglais et français, mais ça sera un plaisir pour nous d'apprendre l'espagnol. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà, je pense que c'est quand même sur les hommes et les compétences que beaucoup de choses vont se jouer dans les années à venir. Et voilà en gros ma conclusion à ça. Et je voulais remercier bien évidemment l'organisateur One Africa Forums, les participants et les auditeurs à ces échanges que j'ai trouvé personnellement très fructueux. Je vous laisse One Africa, je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie, Monsieur Denis. Je remercie aussi nos panélistes pour ce moment d'échange. Je remercie les participants pour leur participation et pour avoir interagi avec nos panélistes. Alors voilà, je voulais juste vous rappeler de la première édition de l'Africa Spain Corporation Summit Forum qui va avoir lieu en juillet 2023, le 6, 7 et 8 Madrid. Voilà, so this is a reminder of the first edition of the Africa Spain Corporation Summit Forum, which will be held in Madrid in the 6th, 7th and 8th of July. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup et bonne journée et bon week-end surtout. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon week-end à tout le monde. Ouais, au revoir. Merci infiniment. Alors.